Juste enregistrer. Oui, Oh, parfait. ça. Loïc d'Orangeville, un jeune chercheur qui est professeur depuis quelques années, 2018, à l'Université du Nouveau-Brunswick, à la faculté de foresterie. Loïc a quand même un parcours assez riche. Il a fait un bac à l'Université de Montréal en biologie. Après ça, il a fait une maîtrise aussi à l'Université de Montréal en sciences végétales, pour après migrer plus à l'ouest, vers McGill, en ressources renouvelables pour son doctorat. Et lors de son doctorat, il a fait un stage en Suède, à la Swedish University of Agricultural Science. Et après ça, il a continué au post-doctorat à l'Université McGill et aussi à l'UQAM. Et lorsqu'on regarde un peu les publications de Loïc, je m'excuse, c'est très riche et surtout des publications quand même très importantes. Il y a quelques années, Loïc a publié avec plusieurs collègues un article dans Science qui a quand même fait beaucoup jaser. Et j'imagine qu'il va nous entretenir un peu de cela aujourd'hui. Et c'est un chercheur qui développe des projets en collaboration à des échelles très grandes. Et donc, c'est un très grand plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui. Donc, Loïc, je te cède la parole et on va t'écouter avec grand intérêt. Merci beaucoup, Christian, pour l'introduction. Ça fait très plaisir d'être là, hein, à défaut d'être là en personne. On se reprendra. Mais bon, l'avantage, c'est que le voyage s'est bien passé. Je vais essayer de partager mon écran. Tu as accès au partage, oui? Je pense. Parfait. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui, c'est parfait. OK, excellent. Donc, quel impact des sécheresses et du réchauffement sur la forêt canadienne? Symptômes et pronostics, c'est le titre de ma présentation. En gros, je vais essayer de faire le tour de notamment mon travail comme chercheur, mes intérêts de recherche récents, mais aussi d'autres travaux de recherche qui sont intéressants disons, à mettre en perspective par rapport à ce que je fais, puis aussi par rapport aux limites de notre connaissance actuelle sur certains grands thèmes, là, dont notamment les trajectoires de croissance de la forêt canadienne. Les anomalies de sécheresse, c'est ce qu'on appelle la spirale de la mort. Ce n'est pas un dernier film de Marvel, c'est un concept écologique pour mieux comprendre un peu et mieux anticiper les réponses des arbres à certaines anomalies et pourquoi certains arbres survivent alors que d'autres meurent, etc. Je trouve que c'est un concept que j'aime beaucoup, qui est assez intéressant et que j'essaie d'appliquer dans mes travaux. Et finalement, je vais terminer avec d'autres travaux de recherche en cours et puis qui commencent là, sur plus un aspect aménagement et dans les questions justement de réponse aux anomalies climatiques, au réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a des aspects de l'aménagement qu'on peut, disons, améliorer, optimiser pour augmenter la résilience, réduire les impacts de ces changements? Donc, on va commencer avec les trajectoires de croissance. Bon, c'est pas nouveau, on le sait que la croissance des arbres est sensible au climat. C'est quelque chose qui a été mis de l'avant, notamment par Andrew Douglas dans les années 40, 50, en Arizona. Son labo est encore là et d'ailleurs, c'est un des plus importants labos de dendro au monde encore aujourd'hui. Donc, c'est le fondateur de la science de la dendrochronologie, hein, qui était cette idée que on pouvait, à partir de l'épaisseur des cernes de croissance des arbres, donc cette couche de bois que les arbres ajoutent chaque année dans les zones tempérées, boréales, bref, avec une importante saisonnalité, qu'on pouvait associer ces variations dans l'épaisseur des cernes avec le climat de ces années-là. Donc, en fait, l'idée de la dendrochronologie, c'était de se servir des arbres et de ces traces, ces archives comme ça, de croissance pour reconstruire le climat pour des périodes antérieures pour lesquelles on n'avait pas de données observées. Il n'y avait pas encore de stations météo, donc on trouve des arbres qui ont des centaines d'années, voire des milliers d'années, et puis on peut comme ça reconstruire le climat de ces centaines et milliers d'années
à partir des cernes de croissance. Un exemple de ça, un exemple classique, c'est cet article de Ed Cook qui a été publié il y a une trentaine d'années aujourd'hui, qui comparait la température en Tasmanie avec la croissance d'une espèce de pin sur place. Donc, ce qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez mon curseur de ma flèche, là. Si oui, faites-moi signe parce que ça va m'aider. Oui, on voit. OK, super, merci. Donc, la ligne pleine, c'est la courbe de température du 20e siècle, en gros, hein, début 1900 jusqu'à presque 2000. Et la ligne pointillée, c'est la croissance annuelle du pain qui est standardisée. Donc, standardisée, c'est une procédure qui permet de retirer du signal de croissance des facteurs à beaucoup plus long terme, plus basse fréquence, comme l'effet de la taille de l'arbre, de l'âge de l'arbre, etc. Donc, on se concentre en Dendro sur les variations d'une année à l'autre, ce qu'on appelle les variations interannuelles. Et donc, vous voyez, comme moi, là, qu'il y a quand même une très forte corrélation entre ces deux courbes. Donc, on peut se servir de ça, de ces relations-là, pour prédire la sensibilité au climat de nos arbres. Et notamment, dans un contexte de changement climatique, ça devient un outil particulièrement intéressant. Donc, comment est-ce que les changements climatiques affectent la croissance des forêts canadiennes? Donc, juste avant de changer de diapo, cette idée-là de reconstruire le climat avec les cernes de croissance, donc ça a été le début de la science de la dendrochronologie, mais aujourd'hui, les cernes de croissance servent à beaucoup plus que ça. On ne s'en sert plus seulement que pour reconstruire le climat, on se sert aussi, à l'inverse, du climat observé avec nos stations météo et leur relation avec la croissance pour étudier comment les arbres, la réponse écologique des espèces et des arbres au climat. Et donc, ça, c'est toute une science qui se développe énormément aujourd'hui encore, là. Certains l'appellent dendroécologie, mais en gros, c'est de l'écologie avec des cernes de croissance. Et ça nous permet donc de pouvoir projeter un peu dans l'avenir comment ces cernes-là, comment ces arbres-là vont pousser dans un climat variable, plus chaud, parfois plus sec, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les forêts canadiennes? Ce qu'on voit actuellement là, dans les dernières décennies, c'est effectivement une augmentation de la croissance à la limite nordique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de données de terrain là-dessus, mais ce qu'on a comme données de terrain, je vais vous en montrer un article qui a été publié dans le labo de Serge Payette. C'était dans la forêt subarctique du Québec, qui est vraiment à la limite, là, avec des arbres rabougris, genre Cromolles et compagnie, là, qui sont très, très, très opprimés par la courte saison de croissance, par le froid, le très long hiver et la sécheresse associée à cet hiver-là. Donc, ça fait des conditions très dures. Et ce qu'il a observé, Serge Payette, dans cette étude-là, c'est une accélération de la croissance en hauteur associée au réchauffement climatique. Donc, qu'on regarde les arbres de 2,5 mètres et plus ou les arbres plus petits, en fonction de leur âge, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une accélération de la hauteur de ces arbres-là. Et ça a été très bien corrélé avec les températures et les hausses des températures des dernières décennies. Puis, il faut se mettre en contexte, plus on monte au nord, dans les hautes latitudes, plus le réchauffement climatique est important. Hein. Donc, c'est ici qu'on pourrait s'imaginer, c'est dans ces hautes latitudes-là qu'on pourrait s'imaginer que l'effet est le plus fort, le plus marqué du réchauffement climatique. Et c'est effectivement le cas. Des études aussi satellitaires avec des indices de greenness, là, un peu associés à la photosynthèse, à l'activité photosynthétique, montrent aussi un effet marqué là, dans le Grand Nord du réchauffement sur l'allongement de la saison croissante, la productivité, etc. Bon, qu'en est-il du reste de la forêt canadienne? Et ça, c'est un peu plus polémique, c'est un peu plus encore débattu. Qu'est-ce qui se passe avec nos forêts? Est-ce que ça pousse plus? Est-ce que ça pousse moins? Est-ce que ça meurt? Est-ce que c'est... Ben, c'est pas encore très clair. Donc, je vais vous montrer quelques articles choisis, dont les miens. Hein. Je suis un peu chauvin, mais bon, c'est pour ça que je suis là. Montrer un peu c'est quoi les tendances qu'on a récemment et c'est quoi les projections qu'on a dans l'avenir. Donc, l'article dont Christian parlait, là, que j'ai publié quelques années sur les forêts d'épinette noire du Québec. Donc, c'était une étude classique de Dendro, donc d'écologie, mais basée sur les cernes de croissance. Et donc, je me suis servi d'une base de données immense de cernes de croissance qui ont été récoltées par les techniciens du ministère des Forêts, Faune et Parcs lors des mesurages des parcelles d'inventaire, à la fois permanentes et temporaires. Et donc,
Juste pour l'épinette noire, on avait 16 000 peuplements, 26 000 arbres épinette noire qui avaient été carottés. Donc, on a utilisé cette base de données-là. Et donc, pour chaque arbre, on avait donc une mesure de croissance pour telle année. Et donc, on pouvait associer cette mesure de croissance de telle année avec le climat de cette année-là, pour la période des années 60 à 2000 quelques. Et donc, on pouvait voir, en fonction du climat de ces années-là, est-ce qu'une année chaude augmentait la croissance ou est-ce qu'une année froide augmentait la croissance et quand les précipitations. Donc, comment, bref, les peuplements, à travers toute la forêt québécoise, disons, méridionale, jusqu'à vraiment la limite nordique commerciale de la forêt, comment ces peuplements d'épinette noire réagissaient aux variations du climat. Et ce qu'on a vu, c'est que dans le nord, là, au-dessus de la latitude, disons, 49e parallèle, on avait des larges régions où la croissance était bénéficiait du réchauffement, en fait, durant la période 1960-2000. On ne fait pas vraiment on ne regarde pas trop dans l'avenir, c'est vraiment regarder comment ces arbres-là ont réagi jusqu'ici dans les dernières décennies. Donc, il y avait dans le sud de la forêt boréale et aussi dans la forêt mixte, plus une réponse assez, disons, plus on descendait dans les latitudes plus chaudes, plus au sud du Québec, plus la réponse commençait à être négative. Donc, plus les arbres montraient une espèce de stress hydrique, une limitation avec le réchauffement, alors que plus on montait vers le nord, plus on voyait une réponse favorable. Et cette zone-là, ici, sur la carte. Et ici, on s'est amusé à projeter cette zone-là, cette niche climatique dans l'avenir pour montrer un peu que dans l'avenir, à moyen terme, cette niche serait encore présente, mais évidemment, elle est migrer au nord avec le réchauffement. Maintenant, une autre étude qui a été dirigée par Martin Girardin du Service canadien des forêts avec les nouvelles données de carottes d'arbres qui ont été récoltées dans le cadre du réseau d'inventaire forestier, le NFI, le National Forest Inventory, qui a été développé récemment à travers tout le Canada. Et donc, c'était la première grosse étude qui permettait d'aller regarder ces cernes de croissance-là, mettre ça en lien avec le climat, puis regarder comment, dans les dernières décennies, les arbres avaient réagi au réchauffement. Parce qu'on a observé quand même un réchauffement depuis les années 60 au Canada, évidemment plus important au nord, 2-3 degrés de plus dans le nord du Canada, 1 degré ou moins dans le sud, mais quand même, c'est assez significatif. Et donc là, je ne vais pas vous inonder avec ça, mais juste pour vous montrer un peu comment il a fait ça, c'est donc des écorégions, des écozones, là, donc par écozone, par espèce, il regardait un peu les courbes de croissance historiques des années 1900 à 2000. Et puis, donc en fonction de ça, on voit qu'il y a eu ce qu'il a observé, en gros, avec ses collaborateurs, c'est qu'il n'y avait pas de tendance générale pour la croissance de la forêt boréale dans les derniers 60 ans. Pas de hausse homogène, ni de baisse cohérente partout. Plutôt des effets qui variaient d'une région à une autre. Au sud-ouest, au sud-est, il a observé une croissance accrue des forêts. Et dans certaines régions, comme le nord-ouest du Canada, les régions maritimes ont montré une baisse de croissance. Donc, difficile de conclure vraiment à quoi que ce soit en fonction de ces données-là. Maintenant, c'est sûr, il faut mettre ça en contexte. C'est des données de cernes de croissance. C'est des données super intéressantes. J'utilise moi-même, mais il y a aussi des limitations avec ce genre de données-là. Par exemple, on n'a pas d'historique de la dynamique forestière. On vient dans ce peuplement-là, mettons en 2000 ou en 2010, on prend les carottes d'arbres, on mesure la structure forestière au moment de la récolte de données, mais on n'a pas d'informations sur la structure forestière antérieure. Donc, c'est ce qu'on appelle en dendro le ghost signal, le signal fantôme, c'est-à-dire que peut-être que des arbres étaient là avant, sont morts, ne sont plus dans la structure, donc la compétition a varié entre-temps, donc on a des tendances de croissance qui ont varié dans le temps et dont les variations ne sont pas seulement dues au climat, elles sont dues à d'autres facteurs qui sont difficiles à appréhender dans ce genre d'études-là. Bon, je viens à une autre étude. Cette fois-ci, c'est une étude que j'ai menée. Là, on prenait cette fois-ci on a encore utilisé des données de cernes de croissance, donc des données annuelles de croissance, mais cette fois, on n'a pas standardisé, on a pris les données brutes. Donc, vraiment, l'accroissement annuel en surface terrière par arbre dans des parcelles permanentes. Donc, ça nous permettait de mettre ça à l'hectare. Donc, vraiment avoir un indice de productivité qui ne tient pas compte de la mortalité, qui ne tient pas compte du recrutement, évidemment. Donc, ce n'est pas un portrait complet de la dynamique forestière, mais c'est un complet du processus de la croissance, qui est quand même un des paramètres les plus importants. Et donc là, on
ce que j'ai fait dans ce projet-là, c'est que j'ai utilisé des modèles non linéaires de réponse au climat. Donc, en gros, l'idée, c'est notre hypothèse, c'est que la réponse des arbres au réchauffement ou à la température, il doit y avoir probablement un optimum quelque part. Ça, c'est basé sur les études de physiologie, etc. On sait que les optimums pour des espèces de croissance, les optimums de température sont plus bas chez les essences boréales, par exemple, parce qu'elles sont mieux adaptées à ce genre de climat-là. Et donc, on a essayé de justement déterminer cette courbe de réponse au climat pour nos essences boréales québécoises. Mais cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré leur réponse au climat dans la forêt mixte et tempérée au sud, où il y a déjà des températures plus chaudes, ce qui nous permettait de mieux projeter la croissance dans l'avenir. Et donc, ça, c'est un exemple de carte qu'on a générée avec ce genre de modélisation-là. Donc, c'est les mêmes données un peu que pour l'article de Science que j'avais fait en 2016, mais cette fois-ci, donc, c'est des projections de données brutes. Et donc, ça, c'est pour le sapin baumier. En vert, ce qu'on a, c'est que c'est les augmentations de croissance projetées avec un réchauffement de 2 ou de 4 degrés. Et en rouge, jaune, c'est les baisses de croissance projetées en fonction de ce même réchauffement-là. Donc, ce qu'on voit, c'est un peu le même patron que j'avais vu dans des articles précédents, c'est-à-dire que dans les régions plus froides au nord, ben, on a une croissance qui est stimulée en fait par le réchauffement, alors qu'au sud, où les essences sont plutôt déjà en partie plus stressées par la température de base, par le stress hydrique, ben, un réchauffement vient amplifier cet effet négatif-là. Ce qu'on a vu aussi, c'est des larges variations entre les espèces. Hein. C'est important de le rappeler. Toutes les essences forestières ne sont pas égales face au climat. Donc, chacune a des adaptations, un ensemble de stratégies, en fait, de traits et de caractéristiques qui leur permettent de réagir plus ou moins bien ou à des épisodes de sécheresse ou à des gradients de température. Donc, il y a des larges variations entre les espèces qu'on avait observées dans cette étude-là. Ça, je l'ai dit, donc l'augmentation de la croissance dans les régions froides et des déclins dans les régions chaudes. Et quand je dis augmentation et déclin, c'est des projections. Ce ne sont pas des observations, c'est des projections en fonction des modèles qu'on a construits sur des observations. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait aller le réchauffement climatique, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a des gains à court terme parce qu'en fait, les zones du nord sont plus importantes à bénéficier du réchauffement par rapport au déclin dans les zones du sud, mais qu'éventuellement, cette situation s'inverse. Si on fait la somme de tous ces changements de croissance à l'hectare pour toute la forêt boréale québécoise, en fonction d'un gradient de réchauffement climatique, et qu'on tient compte un peu de l'abondance relative de chacune des essences. On sait que dans la forêt boréale québécoise, 50% de tous nos arbres, c'est des épinettes noires. 25%, c'est des sapins. Ensuite, le reste est partagé entre le pin gris, l'épinette blanche et puis du feuillu, hein, le tremble et le bouleau blanc. Ensuite, il reste un petit peu de mélèze et puis d'autres, mais en général, c'est ça la composition. Donc, on tient compte de la proportion de chacune des essences qu'on voyait dans nos modèles. C'est que les gains dans le nord dominaient, donc on avait vraiment des gains nets en croissance, mais suivis par une baisse, parce qu'à un moment donné, les déclins au sud commencent à prendre plus d'espace, hein, sur la superficie forestière. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça nous, à notre titre, un peu des effets bénéfiques, peut-être, mais à court terme, et puis avec des grandes variations spatiales. Et je vais vous montrer une dernière étude, après j'arrête là sur la revue, là, promis. Je trouve que c'est une étude super intéressante à mentionner parce que là, je vous ai montré des données, des résultats surtout à partir de cernes de croissance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces résultats-là, ces modèles empiriques, hein, basés sur des observations de croissance annuelle, se comparent avec d'autres approches de projection de croissance, notamment les modèles de végétation, hein, qui sont un peu le Saint Graal. Là, finalement, ce qu'on voudrait, c'est, parce que ce sera le meilleur outil pour projeter la croissance dans l'avenir, parce que c'est des modèles qui tiennent compte des processus à l'intérieur des arbres, donc qui sont qui sont des modèles dynamiques avec toutes sortes de boucles de rétroaction, donc qui permettent vraiment de mieux projeter à plus long terme les effets des changements climatiques sur la dynamique forestière. Mais actuellement, ce qui est intéressant, c'est de comparer comment ces modèles évaluent la croissance et la réponse au climat par rapport aux modèles empiriques de cernes de croissance. Et donc, cette étude-là, c'est ce qu'elle fait
été publié récemment dans Global Change Biology. Et puis, ce qu'on voit ici, donc c'est toute la forêt boréale, en fait, mondiale. Donc, on a l'Amérique du Nord ici, l'Europe, l'Asie. Et en vert, c'est des... En fait, je m'arrête une seconde. En fait, ce que les auteurs ont fait, ils ont pris des observations de cernes de croissance et ils ont calibré des modèles à partir de ça. Et donc, le modèle, ils ont ensuite utilisé ces modèles-là pour prédire la croissance des années 50 à 2000 à peu près. Et donc, en rouge, c'est ce que le modèle prédisait, c'est des baisses, et en vert, des augmentations de la croissance. Et en bas, c'est ce que un modèle de végétation que les auteurs ont utilisé projetait pour la même période, en fait. Donc, on voit qu'il y a quand même d'importantes disparités entre les deux modèles. Donc, les cernes de croissance en haut, puis les modèles de végétation ne s'accordent pas sur les tendances récentes de croissance forestière des 50 dernières années environ. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'amuse à projeter la croissance dans l'avenir en utilisant ces deux outils-là. Bien là, on est carrément ailleurs. On a les cernes de croissance qui suggèrent quand même d'importantes variations régionales, des pèses de croissance en fonction des régions, des essences, etc. Puis, alors que les modèles de végétation, pour toute la zone boréale, en fait, sont assez unanimes. Enfin, ce modèle-là était assez unanime dans ses projections. Ça va mieux pousser partout. Donc, ça fait partie un peu des paradoxes, des limitations actuelles dans la réflexion sur comment les arbres vont pousser, comment nos forêts vont pousser dans l'avenir. C'est que différents médiums projettent différentes choses. Donc, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire pour mieux anticiper la réponse de nos forêts. Et par rapport à ce travail, je vais vous montrer une étude on est en train de travailler sur le manuscrit. Là, et dans cette étude-là, c'est assez ambitieux. C'est une étudiante au doctorat dans mon labo, Gigi, qu'on voit ici avec son petit bonhomme qui dirige ces travaux-là. Donc, l'exercice, ça a été c'est une des limitations des modèles, disons, empiriques, des modèles basés sur la croissance classique, c'est que d'abord, les cernes de croissance, on n'a pas les données de structure forestière historique. Comme je vous l'ai expliqué, le signal fantôme, on nous manque les données historiques dans le temps pour vraiment évaluer la réponse à la compétition, par exemple, parce qu'on n'a pas les arbres qui sont morts. Aussi, dans ces modèles empiriques-là, on n'a pas les données de croissance des arbres dans des climats qui sont beaucoup plus chauds, parce que des fois, avec le changement climatique, on regarde les projections, on part dans des espaces climatiques qui sont non observés. Des hausses de température de 5-6 degrés. Des fois, on n'a tout simplement pas des observations qui correspondent à la croissance de ces arbres-là pour des climats-là. C'est de tels climats, donc on est dans l'extrapolation. Et l'extrapolation dans les modèles empiriques, généralement, ce n'est pas un grand succès. Alors que c'est là où les modèles de végétation deviennent plus intéressants parce qu'ils permettent justement d'être peut-être d'être plus justes dans nos projections. Mais ce qu'on a fait dans cet exercice-là ici, c'est que justement, on a voulu contourner ce problème en utilisant des données des parcelles permanentes. Donc ça, c'est des parcelles de remesurage qui sont remesurées en général tous les 5 ans, des fois plus, des fois moins. Et on mesure le diamètre de tous les arbres dans chaque parcelle, la régénération et tout ça. Donc, on a un portrait vraiment exhaustif, y compris la mortalité. Et par contre, c'est moins précis que des données de cernes de croissance parce que ce ne sont pas des données annuelles, c'est des données de croissance sur 5 ans. Donc, on a moins de précision, mais on a une plus grande couverture spatiale. Et donc, dans cet exercice-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ensemble toutes les parcelles permanentes d'inventaire du Canada qu'on pouvait avoir, donc celles du Québec, celles du Nouveau-Brunswick, celles de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, des parcelles industrielles, ainsi que les parcelles du FAA aux États-Unis. Donc, ça a été un travail absolument titanesque de mettre tout ça ensemble, mais ça nous permet d'avoir, justement, quand on regarde la croissance dans la forêt boréale, qui est la zone en mauve, des données de croissance de nos espèces boréales dans des zones très, très au sud, là, où, dans certains cas, ces espèces survivent. Donc, on peut avoir une idée un peu de la performance de ces essences-là dans des climats de 3, 4, 5 degrés de plus. Donc, ça commence à devenir intéressant parce qu'on soulève cette contrainte historique qui était, on n'a pas de données donc, pour calibrer ces modèles empiriques. Donc, on va se tourner vers les modèles dynamiques de végétation.
Donc, plus de 18 000 parcelles permanentes qui ont été utilisées pour calibrer nos modèles. Donc, on a utilisé du machine learning, là, de l'intelligence artificielle, enfin, l'apprentissage machine, une approche qu'on appelle Boosted Regression Tree. Hein, ça ressemble un peu à Random Forest. Et donc, ça a été calibré à l'aide des mesures de croissance de 390 000 arbres, 18 000 parcelles, couvrant la majorité de l'aire de distribution des essences boréales. Et les données aux États-Unis nous ont permis d'agrandir cet espace climatique observé et d'éviter les extrapolations. Ces modèles ont servi à projeter la croissance à moyen terme. Donc, on a regardé un peu pour les 2040, la période 2040-2060, pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, un peu comment les arbres pourraient se comporter. Et pour donner une idée un peu des variations climatiques, là, ici, c'est les températures quotidiennes maximales moyennées pour l'été, okay, pour la période historique 80-2020. Et puis ça, c'est les projections selon le scénario le pire, là, qui est assez pessimiste, 8,5. Et actuellement, on s'enligne plus vers un RCP de 6, il paraîtrait. Là. Donc, c'est un petit peu plus pessimiste que ce qui s'enligne, mais ça donne un peu une idée du réchauffement. Donc, les températures qu'on a au sud ici, là, au sud de nos parcelles aux États-Unis, ben, ça ressemble pas mal aux températures qu'on va avoir au sud de la forêt boréale, qui est la zone en noir, là, notamment à l'ouest du Québec, par exemple. Les précipitations, elles, ne vont pas vraiment changer. Et donc, ça, c'est le résultat, une carte des résultats globaux. Là, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment, qui tient compte de la proportion relative de chacune des essences boréales pour les écodistricts boréaux, là, en suivant la nomenclature du Service canadien des forêts, pour la zone boréale. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore ce gradient nord-sud hein, de réponses avec des réponses plus favorables au nord, notamment au Québec, c'est assez évident ici. Là. Et on a des augmentations de croissance qui sont... on ne s'attendait pas à voir des hausses de croissance aussi marquées que ça. Disons-le comme ça. Disons que les autres études antérieures suggéraient des hausses, effectivement, dans certains endroits. D'autres suggéraient, par contre, des baisses. Hein. Donc, il n'y avait pas encore disons, de consensus là-dessus. Mais ce que nos résultats, pour nous, sont les plus surprenants, c'est vraiment l'importance de la hausse de croissance qui est anticipée dans le nord du Québec et dans le nord du centre du Canada ici, par exemple. Bon, il y a des baisses plus au sud. C'est les zones plus pâles. Dans certains secteurs ici, on voit des différences disons, régionales à cause des différentes essences, des structures de peuplement, des caractéristiques locales, etc. Mais on voit qu'il y a des zones avec des importances marquées là, de la hausse de croissance. En moyenne, on parle d'une augmentation de 60 % à moyen terme, en l'absence de perturbation. Et cette dernière phrase, l'absence de perturbation, c'est vraiment critique. Hein. C'est super important pour interpréter ce genre de résultats-là. Parce que, par exemple, dans toute la zone ouest là, du nord du Québec, les modèles climatiques prédisent quand même une augmentation importante des feux. Et donc, cette augmentation des feux, en fait, ça vient vraiment poser un énorme problème pour la productivité forestière dans ces secteurs-là. Ce que ces résultats-là viennent ajouter au portrait, c'est de dire, bon, ben, dans des cas comme ça, au moins, si la productivité augmente, si la croissance des arbres augmente de manière significative, voire jusqu'à doubler dans certains districts, eh bien, on pourrait voir au moins, en partie du moins, une compensation par rapport à l'effet de ces incendies sur les superficies forestières. Ce n'est pas une solution à tout. Il faut s'imaginer que dans des cas où les cycles de feu sont trop rapides et créent des échecs de régénération en brûlant les arbres semenciers, en créant une absence de semences, ben, même si les arbres pouvaient pousser vite, il faudrait qu'ils soient là pour pousser vite. Hein. Donc, ce n'est pas la solution à tout, mais disons que c'est un aspect intéressant, je trouve, à ajouter à notre compréhension. On voit des déclins modérés dans des sites secs, comme j'ai dit, et je vais vous montrer dans la diapo suivante des variations entre les essences assez importantes dans les réponses. Là. Donc, les importantes variations interespèces. Dans cette étude-là, ici, on a juste regardé les essences boréales principales. Mais ce qu'on voit, je vais vous montrer deux essences, l'épinette noire ici en haut, puis l'épinette blanche. Et ce qu'on voit pour l'épinette noire, c'est vraiment un gradient nord-sud très marqué, là, avec des déclins au sud et puis des augmentations marquées dans le nord du Québec. Et ça se suit dans le centre du Canada aussi. Donc, ils sont probablement fortement corrélés avec le climat là, local.
Et qu'on regarde l'épinette blanche, par contre, on a vraiment des baisses de croissance assez généralisées, hein, à part dans l'extrême, dans la partie ouest, nord-est du Québec, où c'est beaucoup plus humide. Hein, c'est là où c'est le royaume du sapin, c'est là où il y a beaucoup plus de précipitations que dans l'ouest québécois, par exemple. Il semble que l'épinette blanche ne réagisse pas très bien au réchauffement par rapport aux autres essences boréales. Là, en ce moment, on travaille sur un autre chapitre pour cette étude-là, c'est de regarder un peu comment ces sensibilités au climat varient selon le statut social des arbres. Donc, les arbres dominants dans un peuplement par rapport aux arbres opprimés, aux arbres à statut intermédiaire, et en fonction des différents niveaux de compétition dans les forêts. Donc, ça, c'est des aspects qui, à mon avis, sont assez importants. Et les résultats préliminaires montrent qu'on a vraiment des différences marquées, des optimums de température qui varient de plusieurs degrés en fonction du statut social des arbres. Donc ça, c'est le genre d'information qui pourrait être importante pour l'aménagement. Bon, il reste de larges incertitudes concernant les trajectoires de croissance, comme je l'ai démontré. Hein. C'est dû, entre autres, aux différents jeux de données qui présentent différents portraits de la situation, différentes échelles spatiales aussi. Comme on voit, il y a des larges variations spatiales dans la réponse des arbres, différentes échelles temporelles, parce que disons, le climat ne s'est pas réchauffé de manière constante hein, dans les 50-60 dernières années. Et puis, la combinaison humidité-température n'a pas été la même. Hein, donc, il y a eu des périodes beaucoup plus sèches, en fait, avant les années 60. On pense au Dust Bowl, par exemple, des années 30, aux années 50, qui ont été extrêmement sèches. Depuis, en fait, on est dans une période un peu plus humide. Donc, il faut comprendre quelle période on compare. Et puis, il y a le rôle mal compris des anomalies climatiques. Et la sécheresse tient un rôle central pour expliquer les déclins de croissance des forêts canadiennes et je vais vous montrer quelques aspects de ça. Un premier aspect, c'est peut-être l'étude pour moi qui est le cas de sécheresse le plus important au Canada, du moins, c'est cet événement qui est apparu dans les années 2001-2002, une sécheresse vraiment brutale dans les prairies, juste au nord des prairies canadiennes, donc dans cette zone en vert clair qu'on appelle le Parkland, l'Aspen Parkland, qui est une zone avec des peuplements un peu dispersés de Tremble. C'est vraiment contrôlé par les faibles précipitations. Donc, toute cette région-là est très sèche. Donc, c'était un peu le cas parfait pour étudier l'impact d'une sécheresse. Et ils ne l'ont pas manqué, l'impact de la sécheresse. Ce qu'on voit ici, c'est les données climatiques pour mettre cette sécheresse-là en perspective. Donc, en 2001-2002, il y a eu une baisse de moitié des précipitations. Okay? Même chose pour l'humidité, des températures assez chaudes. Et la réaction, c'est qu'on a eu des taux de mortalité dans cette région-là qui a atteint 80% dans certains peuplements, avec, disons, une image un peu à faire froid dans le dos, avec énormément d'arbres morts dans ces peuplements, particulièrement donc, dans cette zone de transition entre le Parkland et la forêt boréale continue. Donc, c'était vraiment un cas d'école dans une zone déjà très sèche. Est-ce que ces peuplements s'en sont remis? Ça, c'est une question intéressante parce qu'on sait que les sécheresses vont arriver de plus en plus fréquemment dans l'avenir. Les arbres vont devoir s'adapter, hein, ou du moins réagir, résister ou revenir à leur état d'avant la sécheresse, hein, être résilients. Et donc, il y a une étude plus récente qui a suivi cette étude-là et qui a regardé jusqu'en 2015 comment ces peuplements s'étaient comportés. Et en général, on observe entre 1997, donc avant la sécheresse, et 2015, une baisse d'à peu près 40% de la biomasse aérienne dans ces peuplements-là. Donc, assez majeure. Hein. Et dans la plupart de ces peuplements-là, il y a eu une incapacité à se remettre à des taux de croissance antérieurs à cet épisode de 2001-2002. Mais pas dans tous les peuplements. Donc, il y a des peuplements où il y a eu des augmentations, hein, les zones en vert sur la carte, en bleu aussi, mais des peuplements où vraiment il y a des baisses marquées. Et donc, pourquoi certains peuplements s'en remettent, pourquoi d'autres ne s'en remettent pas? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je vais vous parler de ce projet de recherche que j'ai en cours dans mon labo avant de répondre à cette question-là. Je trouve que c'est un sujet qui est très proche, qui est un peu cette question de pourquoi certains arbres meurent, pourquoi certains survivent lors d'anomalies climatiques, par exemple. Et donc, c'est cette question, tous les arbres ne sont pas également vulnérables à la sécheresse. Bon, pourquoi? Comment ça se passe? Donc, cet événement-là s'est passé en 2018, donc tout récemment. On appelle ça le cas de la mort subite du sapin. Hein. Ils appellent ça aussi le syndrome de Stilwell dans certains coins de l'Est canadien.
c'est pas la première fois qu'on l'observe. Ça a été observé aussi dans les années fin 70, début 80 dans certaines régions. Et puis quand on commence à fouiller la littérature, on voit que, en fait, il y a eu des événements de mort subite du sapin baumier qui ont été répertoriés depuis le début du 20e siècle, un peu partout, mais disons avec peu d'intérêt pour, enfin, ou du moins peu de sensibilité pour le rôle du climat. Historiquement, c'était plutôt des phytopathologistes qui étudiaient ces cas-là, qui cherchaient un peu la bibite, avec raison, hein, parce que souvent, c'est des pathogènes, c'est des insectes qui vont engendrer des événements de mortalité comme ça ponctuels. Mais quand on regarde un peu, j'ai mon étudiant James qu'on voit ici, lui, il regarde un peu, il essaie de reconstruire le climat durant ces événements-là, il essaie d'associer ça à certains patrons climatiques, disons. Puis ce qu'on voit, c'est que entre les lignes, on lit qu'il y avait des événements climatiques anormaux durant ces épisodes de déclin-là. Et en 2018, c'est pas différent. Donc, cet événement-là s'est passé, a été observé du Nouveau-Brunswick pour aller jusqu'au Wisconsin. Donc, il y a quand même une assez large bande longitudinale, là, dans le Maine aussi, plusieurs États américains, un petit peu en Ontario aussi, puis quelques cas au Québec, mais qui ont été très peu, qui n'ont même pas été rapportés dans l'état annuel des forêts parce que, justement, on n'a pas trouvé de pathogènes ou d'insectes associés à cette mortalité-là. Et du coup, c'est moins facile qu'on ne trouve pas de cause d'en parler, donc ça n'a pas été beaucoup répertorié. Les suspects, pour nous, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sécheresse estivale tardive en 2017. Donc, les arbres sont rentrés dans l'automne, sont rentrés en dormance, déjà déshydratés. Il y a eu un redout hivernal prolongé en 2017-2018 qui a duré plus d'une semaine avec des températures au-dessus de zéro. Est-ce que ça a engendré un peu de transpiration, un peu de photosynthèse qui aurait, disons, amplifié le phénomène de déshydratation? C'est possible. Et il y a un printemps 2018 très chaud et hâtif, alors que le sol était encore couvert de neige. Encore peut-être là un événement de sortie de dormance pour la canopée. Peut-être qu'il y a eu un peu de transpiration alors que le sol est encore très froid, l'eau très peu accessible, et donc ça aurait pu engendrer un phénomène de sécheresse qui aurait pu être suffisamment fort pour tuer certains arbres. Mais donc, pourquoi certains arbres sont morts et d'autres ont survécu? Ce qui est une question cruciale pour l'aménagement. Là, actuellement, on travaille sur un manuscrit avec une autre étudiante, Zinmo, qui a regardé, donc a carotté ces arbres-là, qui a regardé vraiment les caractéristiques de ces peuplements. Et ce qu'on voit, vraiment, ce qui se démarque, c'est que les arbres morts avaient un ratio de cimes vivantes et hauteurs, le life-crown ratio, plus faible que les arbres vivants qui ont survécu, donc un accès limité aux ressources. Donc, ils étaient moins bien positionnés que d'autres pour, disons, se remettre de cet événement-là. Et en comparaison avec les arbres survivants, les arbres morts avaient commencé à décliner depuis plusieurs années. Et donc ici, on a ces figures-là pour 3 régions du Nouveau-Brunswick, au sud, au centre et au nord, avec le ratio de croissance des arbres morts par rapport aux arbres vivants. Et donc, un ratio de 0 veut dire que les 2 groupes d'arbres avaient la même caractéristique de croissance. Et donc là, on revient dans le temps. Les arbres morts, c'est à autant de 0. Ça, c'est leur mort, mais on revient dans le temps, dans le passé. Ce qu'on voit, c'est que ces arbres morts avaient une croissance inférieure aux arbres vivants avant cet événement-là. Dans la région du Sud, particulièrement dans la région du Nord, on voit que ça revient jusqu'à 15 ans en arrière. Et même dans la région centrale, pardon, et dans la région du Nord aussi, on voit cette baisse graduelle de la croissance. Donc, un peu des caractéristiques pré-événement, pré-anomalie, qui ont probablement déterminé ou, disons, accéléré la mort de ces arbres-là par rapport aux autres. Hein, c'est le concept de la spirale de la mort. Ce n'est pas un nouveau concept, c'est un concept qui est assez classique. Franklin en a parlé, Mannion aussi, et Craig Allen en a parlé en 2015 dans son article. Et puis, donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a un arbre en santé qui fait son petit bout de chemin. En fonction de sa position dans la structure forestière, des niveaux de compétition qu'il subit. Est-ce que c'est un arbre qui va devenir dominant ou est-ce qu'il va être opprimé, etc. S'il arrive à être dominant, il va sortir de cette spirale-là, mais s'il est opprimé, disons qu'il accélère son risque, il augmente son risque
il peut s'en ressortir quand même, mais disons que dans le cas d'une sécheresse, eh ben, ces arbres-là sont plus à risque. Il peut s'en sortir néanmoins, mais disons que la sécheresse va l'affaiblir davantage et va moins lui permettre de se défendre par rapport à des attaques d'insectes ou de pathogènes. Donc, produire par exemple ici de la résine pour se défendre par rapport à une attaque de bark beetle et peuvent mener à la mort. Donc, c'est tous ces facteurs, donc ces aggravants qui sont derrière la spirale de la mort. C'est ce concept de mémoire écologique. Donc, une mémoire aux perturbations antérieures qui font que l'arbre devient plus fragile aux perturbations ultérieures. Est-ce qu'on peut mesurer cette mémoire écologique? Parce que si on peut le mesurer, ça nous permettra de prédire, de prévoir l'impact et la survie ou la résilience de nos arbres. On a fait une étude là-dessus par rapport aux sécheresses dans 2 régions du Canada, les forêts arides de l'Alberta ici et les forêts humides du Québec ici. En utilisant des cernes de croissance, on a utilisé des modèles bayésiens pour évaluer la mémoire écologique au stress hydrique. Donc, en gros, c'est des modèles qui nous permettent de dire c'est quoi la mémoire l'année après la sécheresse, 2 années après la sécheresse, 3 années après la sécheresse, comment est-ce qu'on arrive à détecter des traces de ces sécheresses-là dans la croissance de nos arbres? Et oui, on arrive à trouver des traces et en fait, c'est assez intéressant parce que le rétablissement après la sécheresse prend plus qu'une année là, ou même l'année suivante, c'est plusieurs années, notamment au Québec. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans l'Est, au Québec, ici, c'est le retard en nombre d'années. Les arbres on observait une trace de cet événement-là de sécheresse jusqu'à 5 ans après la sécheresse. Alors que dans l'Ouest, où c'est beaucoup plus sec en partant, après, disons, 2-3 ans, après 2 ans, c'était terminé, les arbres avaient totalement récupéré. Donc, ça, je trouve que c'était un résultat super intéressant qui a été ensuite repris dans ce genre de mémoire écologique. On l'a observé dans plusieurs autres études, là. Ça, c'est une étude qu'on a faite dans l'Est des États-Unis avec toutes sortes de sites, toutes sortes d'espèces d'arbres et on a regardé justement cet effet, cette baisse de croissance durant et après les sécheresses. Et ce qu'on voit, c'est que ça, c'est la baisse de croissance durant l'année de la sécheresse. Donc, on a une baisse en moyenne de 10-15 %. Et l'année suivante, on avait encore une baisse significative qui était moindre que l'année de la sécheresse. Et 2 ans après, on n'avait plus de baisse du tout. Donc, on avait vraiment seulement une mémoire d'1 an. Mais ici, il faut comprendre qu'on a mélangé toutes sortes d'essences, toutes sortes de sites, toutes sortes de types de sécheresse. Ce qu'on voit, c'est que plus la sécheresse dure longtemps, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, plus l'impact sur la mémoire écologique est important, plus le legs de cette sécheresse est durable sur la croissance de nos arbres. Donc, ces effets sont prolongés et sont très répandus, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, je veux juste finir là-dessus, c'est que l'effet des sécheresses varie en fonction du moment où la sécheresse frappe une forêt. Donc, l'année même d'une sécheresse, le pire impact, l'impact le plus lourd était lors des sécheresses de juin qui coïncident avec le pic de croissance de nos arbres, le pic de l'activité cambiale. Donc, ça, c'est une association logique. Et quand on regarde l'effet sur l'année suivante, en fait, c'est les sécheresses qui sont plus tardives dans la saison alors que la croissance est terminée. Donc, c'est les sécheresses de août, par exemple, qui ont le plus d'impact sur les années suivantes. Quelle solution d'aménagement? Je vais passer rapidement là-dessus, là, j'ai presque terminé, rassurez-vous. Mitigation du risque, c'est un peu je vous parlais un peu de projets que j'ai en cours dans mon labo. Donc, on essaie d'améliorer la compréhension justement de cette résistance ou la résilience des espèces et des génotypes au changement climatique. Et des génotypes, c'est un aspect important, je trouve, parce que notamment les essences boréales ont des grandes aires de distribution. L'épinette noire, on en trouve à Terre-Neuve et en Alaska. Donc, c'est des climats très variables. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à améliorer la résilience de nos essences en utilisant certains génotypes, certaines populations qui ont des résistances supérieures, par exemple, ou qui ont des meilleures capacités à tolérer ces changements sans changer la composition de nos espèces, de nos forêts? C'est une idée. Donc, on a Clara ici qui travaille sur l'épinette blanche au Nouveau-Brunswick, qui est une importante espèce commerciale, beaucoup plantée. Et on regarde sa tolérance aux sécheresses récentes. Storm qui regarde un peu l'échange entre si on fait migrer des essences ou des populations plus du sud, est-ce qu'elles vont être capables de tolérer les gels printaniers
parce que c'est un peu l'espèce d'équilibre qu'on a, c'est que si on fait migrer des essences trop du sud au nord, elles risquent d'être frappées par les gels printaniers. Jesse travaille sur l'épinette rouge et comprendre un peu l'optimum climatique de cette essence-là qui est typique de la forêt acadienne. Et Jake the Snake, lui, travaille sur des expériences en laboratoire, en serre, sur justement les optimums de température du sapin vomi. Dans un cadre de régénération des petits sapins pour voir un peu c'est quoi leur tolérance, pour vraiment mesurer leur tolérance et fournir des véritables courbes de tolérance thermique là, pour nos modèles de végétation. Aussi, on plante 600 millions d'arbres chaque année au Canada. Est-ce qu'on peut sélectionner des essences ou des génotypes mieux adaptés? Hein, on plante très peu d'espèces, en fait. Hein, la grande majorité, c'est une poignée d'essences commerciales. Est-ce que parmi ces essences-là, il y en a d'autres qui seraient plus intéressantes ou même est-ce qu'à l'intérieur d'une essence, d'autres populations seraient intéressantes? Donc, j'ai un projet que je démarre en ce moment qui s'appelle Transex, fait partie de Sylva 21, cette grosse initiative de sylviculture où on va établir des plantations expérimentales de différentes espèces feuillues et conifériennes et différentes provenances, donc des sources des sources de graines d'un peu partout dans la distribution des espèces, à travers tout ce gradient-là climatique pour vraiment avoir des données observées sur la tolérance de nos essences boréales et tempérées. Hein, il y aura de l'érable, il y aura du bouleau jaune aussi là-dedans, à des températures qui sont des températures prédites là, pour la fin du siècle dans nos régions plus nordiques. Donc, à Duke Forest, par exemple, on a un site qui est prévu. On a des sites qui ont un peu changé. On a un au Massachusetts, Penobscot aussi, ça va avoir lieu. Tout ça dans la région atlantique et puis jusqu'au Québec également et à Petawawa en Ontario. Et juste pour terminer, n'oublions pas les feux, insectes et pathogènes. C'est ma dernière diapo, mais j'ai parlé de croissance, mais les feux augmentent. Et les insectes sont vraiment un risque énorme avec les changements climatiques. Hein. Quand on regarde le dendroctone du pin, l'épidémie en Colombie-Britannique, elle était 10 fois plus grande que toutes les épidémies qui ont été documentées avant. Et en 2013, plus de la moitié de tout le pain commercial de la province avait été tué par cet insecte. Et donc ça a été les causes de cette épidémie-là. On a associé ça au réchauffement qui a permis au dendroctone de survivre hors de son aire historique de distribution. Et il y a une sécheresse qui a affaibli les arbres et qui a permis aux dendroctones, on pense à la spirale de la mort ici, de mieux attaquer les arbres et les arbres ont moins pu se défendre parce qu'ils étaient affaiblis par cette sécheresse. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aussi longtemps. Je vais arrêter de partager. Merci beaucoup, Loïc. Très intéressant comme présentation. Étant un passionné de dendrochronologie moi-même, j'ai beaucoup apprécié là, ta présentation. Je vais tout de suite mentionner, il y a une question dans le chat qui est revenue d'un certain monsieur Daniel Picard qui se demandait qu'est-ce qu'il y en est pour les essences plus feuillues? Tu as parlé beaucoup d'essences plus résineuses. Je pense qu'il y a certaines des études qui étaient aux États-Unis qui devaient inclure des essences feuillues aussi. Ouais. Est-ce qu'on a une idée aussi pour les essences feuillues de c'est quoi les impacts là, des futurs changements climatiques? Ben, ce qu'on voit, c'est que la vulnérabilité à la sécheresse, elle est assez... donc, il y a des gradients importants que les essences feuillues, mais disons qu'il y a des essences qui sont c'est difficile de départager les caractéristiques des essences, c'est-à-dire que leur physiologie, leur morphologie et les sites où ils se trouvent. On pense au chêne, par exemple, c'est une essence qui a une grande tolérance à la sécheresse, mais en même temps, c'est une essence qu'on retrouve à cause de sa grande tolérance à la sécheresse dans les sites très secs, hein, dans les escarpements, les sites avec des sols très minces. Donc, si on regarde juste l'essence en elle-même, on peut s'imaginer qu'en fait, oui, elle est peut-être plus tolérante, mais si on regarde sa distribution, elle est également à risque finalement. Et quand je compare les essences feuillues dans les milieux tempérés avec les essences de conifères, le pin blanc, etc., on voit ça varie énormément avec les essences. On voit en général des effets des sécheresses qui vont durer plus longtemps dans les essences feuillues que les essences de conifères. Et encore là, ça varie entre les structures de bois, donc les essences dites avec pores diffus, comme l'érable, le bouleau, etc.,
vont avoir des réponses différentes des essences comme le chêne ou le frêne au type de sécheresse. Excellent. Merci beaucoup, Loïc. On va maintenant ouvrir à la période de questions. S'il y en a d'autres, vous pouvez prendre la parole avec votre micro ou écrire votre question dans le chat et je pourrai la partager avec Daniel. Je vous invite à utiliser la fonctionnalité de lever votre main dans les réactions en bas de la fenêtre Zoom. Vous avez différentes réactions pour applaudir, rire ou être exclamer « Wow », mais vous avez aussi « Raise Hand » ou « Lever la main » ça va me permettre de donner la parole aux gens plus facilement. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Loïc? Il y a plusieurs personnes qui applaudissent, je vois. C'est peut-être ça la main, en fait. Ben, oui, c'est ça. Excuse-moi, je voulais faire ça. C'est bon. Vas-y, Philippe. Oui, merci Loïc pour cette belle présentation. Je me demandais, quand tu observes les très grandes augmentations de croissance dans une de tes études là, pour les espèces résineuses, quand tu compares le sud là, et le nord, ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a une surestimation, qu'il n'y aurait pas une surestimation, dans le sens que les individus qui sont au sud sont adaptés à ce climat-là? Les individus au nord ne sont pas encore adaptés à ce climat-là. Dans quelle mesure tu es à l'aise avec ce résultat-là, dans le sens que peut-être qu'ils ne réagiront pas bien à une augmentation à ce changement d'environnement? C'est une bonne question. Je pense que ça revient vraiment à cette question un peu de génétique des populations, c'est-à-dire que est-ce que les populations nordiques ont des caractéristiques génétiques qui sont donc des adaptations vraiment ont évolué pour s'adapter particulièrement à ce climat-là plus nordique, et est-ce que les populations du sud de la forêt boréale ont des divergences génétiques qui leur permettent de répondre un peu différemment ou s'acclimater différemment du climat? C'est une possibilité. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'échanges génétiques, de flux génétiques dans la grande forêt boréale, disons, dans une région donnée. Là. Il n'y a pas des clines importants, disons, à l'intérieur de la forêt boréale québécoise, par exemple. Mais oui, il y a des nuances, effectivement, que ce genre d'études-là ne permet pas d'intégrer. Absolument. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va jouer, mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les études de provenance, les études où on plante côte à côte des graines de toute l'aire de distribution d'une espèce dans différents secteurs pour justement voir à quel point il y a une variation importante. Par exemple, moi, je regarde ça pour l'épinette rouge, qui n'est pas une essence boréale, là, mais tempérée froide, disons. Là. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a des variations importantes dans la productivité, dans la croissance brute, mais la réponse au climat est relativement homogène pour cette essence-là. Toutes les essences répondent un peu de la même manière. Mais c'est une essence qui a une aire de répartition qui est beaucoup plus petite que, par exemple, l'épinette noire. Donc, c'est quelque chose, effectivement, à regarder et absolument à considérer. Je pense que c'est un aspect qui a historiquement été peu considéré par les écologistes et qui est important à mettre en valeur aujourd'hui. Puis, est-ce que tu penses que les sols sont comparables de ce qu'on... Oui, ça, c'est une autre question. C'est une autre bonne question. Oui. Ben, j'imagine que j'ai fait des expériences de réchauffement de sol en forêt boréale, des transplantations de sol. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réponse rapide des sols au réchauffement. Il y a vraiment une libération rapide, une augmentation de la fertilité à court terme qui est assez massive. Là. Ensuite, sur le long terme, comment ça va s'équilibrer? Je ne sais pas. Je sais pas. Effectivement, et même les expériences que je vais faire, où on va planter des arbres le long d'un gradient de la côte est américaine, les sols sont complètement différents. Donc, c'est une grosse inconnue, absolument. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Loïc. On a une autre question de Frédéric Doyon. Merci, Loïc, pour cette magnifique présentation qui fait une belle synthèse. En fait, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. On parle souvent là, justement de stratégie face à la sécheresse, puis qu'on classe les espèces en les espèces qu'on dirait isohydriques puis anisohydriques. Est-ce que tu as pu voir un signal ou une idée de voir qu'il y aurait des stratégies gagnantes face à la sécheresse?
qui se relierait à, justement, à des capacités d'adaptation écophysiologique des espèces. Ouais. Tu sais, l'isohydrie, anisohydrie, ce concept-là, ce schéma d'interprétation des stratégies, je suis moins en moins enclin à adopter ce schéma pour comprendre, disons, la tolérance ou la vulnérabilité. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité. Les dernières études en France là, sur justement les risques de cavitation montrent qu'il y a relativement une marge de manœuvre qui est relativement semblable à travers les écosystèmes et les espèces. Finalement, évidemment, des espèces sont plus tolérantes que d'autres là, à la tension interne. Mais je sais pas, j'ai fait des études en serre avec différentes essences boréales, le pin gris, l'épinette, le sapin, et certaines étaient dites plus hydriques que d'autres. Et j'ai pas vu de lien avec leur capacité à tolérer la sécheresse, en fait. Je travaille aussi en ce moment sur un article sur le chêne aux États-Unis et ce qu'on voit, donc le chêne, c'est supposé être une essence qui est capable de tolérer beaucoup de tension et donc qui est très anisohydrique, hein, qui fait varier énormément sa tension interne. Mais en même temps, c'est une espèce qu'on voit qui montre des taux de mortalité plus élevés que d'autres essences sur les mêmes sites. Donc, quand on compare les chênes avec d'autres espèces qui poussent sur les mêmes sites qu'eux, donc quand on contrôle pour le fait qu'en général, le chêne se retrouve sur des sites plus secs, ben, le chêne a tendance à mieux pousser durant les sécheresses, à continuer ses affaires, mais à mourir plus. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être pas la seule, disons, c'est peut-être un aspect de la réponse, là, mais ce n'est qu'un aspect de la tolérance ou de la vulnérabilité à la sécheresse. Merci. L'autre question que j'ai, c'est par rapport à plus les stades ontogéniques là, des arbres. Bon, quand on fait les études telles que tu l'as fait à partir des parcelles d'échantillons permanentes, ce qu'on voit, c'est des arbres matures, en tout cas de 9,1. Ouais. Mais tout ce qui se passe avant, donc moi j'appelle ça la micro-succession sous couvert, on a on n'a pas d'idée de ce qui pourrait se passer avec les sécheresses, puis comment justement il y aurait un leg important, une dette de régénération qui pourrait se créer, soit avec le stress thermique ou le stress hydrique. Est-ce que tu es au courant d'études ou toi-même des éléments qui regardent ces questions-là? C'est une super bonne question, Frédéric. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose c'est un aspect qui est tout à fait essentiel et qu'on comprend très, très mal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est facile de regarder les arbres matures parce que les données sont là, mais il faudrait qu'on se rende à une forêt mature pour pouvoir vraiment prédire sa trajectoire. Et effectivement, si la régénération ne se rend pas, s'il y a des échecs de régénération ou des essences qui, à des stades, disons, plus précoces dans leur vie, sont beaucoup moins tolérants, ben, on va avoir vraiment des transitions marquées de composition. Là. À mon avis, c'est quelque chose de plus important pour le portrait de la forêt future que vraiment les taux de croissance. C'est un aspect des taux de croissance, mais est-ce que nos essences est-ce que les patrons de succession, de régénération, de transition forestière entre, disons, une coupe, qu'est-ce qui va se régénérer, ou même la succession naturelle, est-ce qu'on va avoir les mêmes portraits de transition? À mon avis, ça risque d'être très différent. Et pour l'instant, on ne le sait pas encore. Parce que, juste en forêt feuillue, la grande question, c'est est-ce que la coupe partielle donne un avantage à la régénération ou au contraire nuit dans le contexte de sécheresse? Oui. C'est un débat qui est difficile à trancher là, parce qu'il y a si on regarde les éléments, il y en a qui militent pour l'un et pour l'autre. Oui, et ça, il y a des avantages des deux côtés. Hein. Il y a des études qui montrent que l'éclaircie favorise les arbres lors de sécheresse, mais pas tout le temps. Si la taille des arbres varie, ensuite le climat va changer si on ouvre trop de peuplement. Il y a toutes sortes d'enjeux, effectivement, qui sont assez compliqués. Oui, effectivement, ce gradient de plantation que je vais faire là, ça va être des petits semis en milieu ouvert, dans la situation la pire, finalement, je trouve, pour tolérer une sécheresse. Ça va donner une réponse, mais je trouve qu'effectivement, c'est vraiment un aspect qui devrait être davantage exploré. Là. Merci. Ouais.